Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole et de Baron Mac. Comment ça va vous autres? J'espère que ça va bien. Écoutez, presque la fin d'année déjà. On prépare plein de choses, comme vous savez. Ça va couvrir de l'IMBQ, ça va couvrir de l'Ontario. On prépare notre journal. Puis bien sûr, on prépare d'autres projets sur notre site. Comme ça, vous savez, il y a un concours qui s'en vient encore. On va changer un petit peu le concours. Je sais, j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, savoir si notre concours retourne. Et on will be back, mais d'une autre façon. Puis bien sûr, comme ça, vous savez, l'industrie bouge beaucoup. Et qu'est-ce qui a bougé beaucoup, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Et vous le connaissez si vous avez déjà brassé les bières. C'est la compagnie Nomalt, une compagnie qui a commencé à Sherbrooke il y a quelques années de ça. Qui font du malt, qui travaillent beaucoup avec les brasseurs. Vous voyez tout ce qui est malt québécois, tout ça. Le monde qui font l'effort de faire des produits ici au Québec. Puis le plus possible. Ils travaillent beaucoup avec Inomalt pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leurs produits. Comme ça. C'est comme le monde veut retourner d'où viennent les produits. Tu veux être proche de tes bières, de ton produit, tu en es travaillé ici avec eux autres. Puis Inomalt, ce qui s'est arrivé, c'est que il y a quelques années de ça, ils nous ont annoncé le projet qui allait grossir avec en cours, avec une grosse usine. Mais c'est une usine qui est restée le côté humain, qu'ils ont tout le temps été qui ont tout le temps travaillé comme ça. Puis le but de ça, c'est vraiment, je suis venu ici pour voir, puis parler avec Raphaël, pour prendre un petit peu d'où vient l'idée d'avoir construit une usine comme ça, la philosophie derrière de ça, puis bien sûr, l'histoire derrière de ça. Raphaël, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Raphaël, number one, félicitations. Merci. Parce que quand on s'est vu il y a 2-3 ans de ça, peut-être même plus que ça, tu m'as montré le plan. C'était déjà vraiment beau. Puis le voir de live, il faut que j'avoue que je suis impressionné. So, félicitations encore. C'est. Avant de parler un petit peu d'où ce qui est les valeurs, la philosophie, le financement, ça va comme ça, je veux bien que tu parles un petit peu Inomal, c'est quoi? C'est quoi ton but de ça? Puis c'était quoi quand il y a. C'est quoi, ça fait 10 ans maintenant? Ouais, ça fait 10 ans quand même, ouais. On a fêté notre 10e anniversaire. Il y a quelques jours de ça. La semaine passée. La semaine passée, en fait, à la base, moi, je suis un fan de whisky. Fait qu'initialement, dans le fond, moi, je voulais faire du whisky. Bon, la distillation, c'est pas facile au Québec, là, le cadre réglementaire, puis etc., les taxes d'assises, la distribution, la SAQ, c'est vraiment compliqué. Fait que j'ai un peu mis ce volet-là de côté, puis quand je regardais mon expertise, en fait, je me rendais compte que j'étais beaucoup plus proche du malt que je l'étais du whisky, tu sais. Fait qu'initialement, le projet, c'était de faire du malt pour éventuellement faire du whisky. Maintenant, ben, c'est faire du malt pour faire du malt. C'est un peu ça. Fait qu'il y a 10 ans, on a fondé l'Inomalt, moi avec Pascal. On s'est installé à Sherbrooke parce qu'on était à Sherbrooke. C'est une belle ville en fait. À l'Estrie, c'est quelque chose. C'est beau, Hey, c'est beau l'Estrie. C'est beau, ma femme vient de là, mais c'est beau l'Estrie. Oui. Fait que c'est un petit peu ça. Puis l'idée, c'est toujours de faire des produits de la meilleure qualité possible. C'est vraiment, pour nous, le mantra, c'est la qualité avant tout. Là. Puis le local possible aussi. Le local fait partie de la game, fait partie de notre philosophie, notre entreprise aussi, mais il faut absolument s'assurer, quand on travaille avec du local, d'être capable de se rendre à la qualité, la meilleure qualité possible. Fait que oui, on travaille, puis on est chanceux, parce que même dans les dernières années, quand on a eu des mauvaises saisons, on était capable de s'approvisionner 100% au Québec. Mais il y a des saisons que c'est plus difficile que d'autres. Cette année, ça va bien. Oui, c'est vrai, le weather est bon. En 10 ans, qu'est-ce qui a changé dans 10 ans de ta compagnie? Tu sais? C'est sûr que ton mantra au début, c'est tout le temps local, qualité. Mais qu'est-ce qui a changé en 10 ans? C'est de traverser avec les tendances qui s'en viennent tout ça? Ben, je te dirais qu'on s'est amélioré avec le temps aussi. On est plus stable qu'on était. Dans l'industrie, c'est... Ça se ressemble plus. Là. Initialement, quand je faisais des festivals de bière où je me promenais puis je goûtais de la bière il y a 10 ans, des fois je goûtais des affaires que je peux pas croire que les gens vont boire ça. Maintenant, une brasserie qui arriverait sur le marché avec de la bière qui est pas bonne, des brouillons, ça serait un décès automatique. La qualité de la bière, c'est de loin améliorée
sur le territoire du Québec. L'industrie au complet s'est professionnalisée. Puis il y a toujours l'aspect que je dis, c'est qu'au Québec, vu qu'on n'a pas d'historique, en fait, de brassage de bière, c'est très très jeune, on n'a pas de faux plis, en fait, puis on essaye plein de choses. Fait qu'il y a toujours l'inventivité qui est ici, où est-ce qu'on a des brasseries qui sortent des bières qui sortent de l'ordinaire. À l'époque, cette bière-là n'était pas nécessairement bonne, mais maintenant, les gens... la qualité de la bière, c'est de loin amélioré. Là. Puis c'est vraiment... T'as raison, parce que je parle souvent avec des vieilles brasseries. Quand je dis des vieilles brasseries, c'est des brasseries qui ont plus de 10 ans. C'est des vieilles brasseries maintenant. Ils me disent souvent aussi qu'au Québec, il y a, les nouveaux brasseurs qui se démarquent sont plus techniques, il y a plus de pensée de ça, il y a plus de respect là-dessus. Puis je pense aussi, oui, t'as raison, c'est pas pour être... Parce qu'on vient du Québec, on fait des bonnes bières, puis avec mes voyages à travers le Québec, le monde tout le temps est là-dessus, on parle de ça. Il y a quelques années, je t'ai vu, tu m'as montré tes plans, qu'est-ce que tu allais faire comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu es arrivé à ce point-là? Tu sais, c'est sûr que quelque chose de gros comme ça, c'est beaucoup de financement. C'est beaucoup il faut que tu cours partout pour aller chercher ça parce que c'est un gros projet. Parle-moi du projet, d'où ce qui est sorti, puis c'était quoi l'idée de grandeur que tu avais derrière de ça? Ouais, en fait, faut mettre les choses en perspective là, parce qu'on reste petit dans l'industrie. On est vraiment petit. Tu sais, on parle on reste une micro-malterie en termes. Dans les malteries de notre taille, on est la plus petite. Tu sais, fait que ça reste une petite installation. Dans le fond, pour ceux qui travaillent avec nous autres, ils le savent, ça fait des années qu'on est BO, là. Fait qu'il fallait qu'on fasse de quoi, puis l'investissement qu'on a décidé de faire, c'est de faire un saut pour être capable d'atteindre un certain volume qui nous permet d'avoir une qualité qui est capable de rivaliser avec les Allemands. L'idée, nous, c'est toujours de produire la meilleure qualité possible, puis si on restait un peu trop petit, on n'était pas capable d'atteindre les standards qu'on voulait atteindre. Fait qu'il fallait grossir quand même de manière significative le système. Ici, on parle comparativement au système de Sherbrooke d'à peu près 4 fois plus gros. Donc, on a gardé ce système relativement petit pour justement être capable d'avoir un meilleur contrôle sur chacun des grains dans le système. Ça nous permet vraiment de mimer un peu ce qu'on faisait à Sherbrooke, d'atteindre les standards de qualité qu'on s'est donnés. Là, fait que ça, c'est pour le système. En fait, comme notre mantra, c'est toujours la qualité, mais ça nous permet de jouer avec l'approvisionnement en amont pour la qualité, puis de bien travailler le grain à l'intérieur du système. Au niveau de la bébite, nous, on s'est associés avec des coopératives agricoles pour être capable de lever cette usine-là. Fait qu'essentiellement, c'est des fermiers qui sont en arrière de nous. Là, fait que quand on achète du grain chez Nomalt, on achète du grain qui vient du Québec essentiellement. C'est sûr qu'on va avoir des clients d'Ontario qui vont vouloir du grain ontarien. Là-dessus, on se comprend. Mais ça se gère, d'envoyer du grain ontarien en Ontario. Puis du grain québécois au Québec, mais essentiellement, dans le fond, c'est des agriculteurs qui détiennent l'entreprise. Donc, on achète du grain, on traite bien nos agriculteurs, on travaille avec nos agriculteurs, puis on produit du malt de qualité pour nos brasseurs. Il y a combien d'agriculteurs vous travaillez avec combien à peu près? Ça, c'est plus Pascal qui gère ça, là, mais on en a des dizaines et des dizaines qui travaillent avec nous. Là. Ouais. OK, quand même. OK. Oh, ouais. Puis, c'est sûr, comme tu disais au début, le côté, il fallait garder la philosophie de que ce soit la qualité, que ce soit du Québec. Comment ça a été, les brasseurs qui travaillent avec toi, comment ils trouvent ça, eux autres, de pouvoir compter sur quelqu'un comme vous autres là-dessus? Je sais pas, il faudrait leur demander. Mais en général, les gens sont contents de travailler avec nous autres. Là. Le produit est bon, puis la bière, elle sort bien. Fait que c'est ça qui est important, c'est une question de fierté pour nous autres de s'assurer que le produit final il est bon. Puis quand on a parti l'usine ici, on en a brassé beaucoup des lots.
Puis il y a des lots qu'on a achetés quand on a parti les équipements parce que la qualité n'était pas là. Puis jeter, c'est un bien grand mot, là, parce qu'on peut toujours finir la nourriture animale. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment la qualité qui prime. Ce que je dis tout le temps, c'est un client qui va nous donner un commentaire négatif. C'est beaucoup plus constructif que j'ai brassé avec le stock puis ça a bien été. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à s'améliorer, tu sais. Fait que, ouais, c'est un peu ça. C'est quoi la capacité que vous avez ici, à peu près? Pour l'instant, là, on n'est pas à fond Léon, là, mais on est entre à peu près autour de 12 500 tonnes actuellement. Fait que c'est beaucoup. Par année. Par année. Oh, ouais. C'est quand même impressionnant quand même. Ouais, mais on reste Non, c'est quand tu parles des autres affaires, on a parlé avec Mathias, puis on a vu des chiffres, t'es comme OK. Ouais, des 300-400 tonnes par jour, tu sais, ça existe, puis tu sais, il y a des usines qui ont fait des agrandissements de 200 000, tu sais, de 100 000 tonnes, 200 000 tonnes de plus par année, là. Fait que, tu sais, faut mettre en perspective que cette industrie-là, ou ce qu'on fait, il y a peu de différence entre nous, par exemple, puis une petite brasserie. Là. Dans le scale de différence entre des gros joueurs et une petite brasserie, ben, on a à peu près le même nombre de fois de différence entre les gros joueurs dans le maltage puis nous autres. Mais la beauté d'avoir un maltage comme ça, c'est que tu en as tout le temps. Tu t'en manques jamais. Tu peux en avoir tout le temps du malt tout le temps. On devrait plus en manquer. Parce que je sais que pendant longtemps, que ça l'oublon, le malt au Québec, il y a tout le temps des moments où il y a des manquements parce que le monde commence à tuer. Tu sais, tu vois de plus en plus, le monde veut acheter du local, de la bière locale, ces produits locaux de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais mettre en place, que vraiment la philosophie de ça, que le monde soit une benne de chez eux avec de l'eau, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse à toi? Ben, nous, c'est la qualité qu'on voulait initialement. Là. C'est vraiment être capable de combattre les meilleures malteries sur la planète. Le volet local, je te dirais que c'est peut-être un petit peu moins fort que ça l'a déjà été. Au niveau de l'industrie. L'industrie est en changement actuellement. Puis on le voit beaucoup, il y a des houblonnières qui ont fermé, etc. Fait, il y a un enjeu de rapport qualité-prix aussi. C'est beau avoir du local, mais pas à n'importe quel prix. Puis c'est là où est-ce que nous autres, on se positionne. On se positionne la qualité en premier. Oui, on est local. Puis tu sais, on remplit des formulaires aliments du Québec pour je sais pas combien de brasseries par année, là. Mais c'est vraiment la qualité, puis pas à n'importe quel prix. Pas dans la dynamique de l'industrie actuelle. L'industrie est en changement actuellement, puis on fait partie de ces changements-là. Là. Oui, parce que comme tu dis, tu as raison, mais il y a beaucoup de fermetures qu'on a vues, de Loublon, ou même des malpris qu'on a vus qui ont pogné en feu, ou des affaires qui étaient arrivées, des affaires comme ça. Toi, qu'est-ce que tu vois dans 5 ans de changement là-dessus? Parce qu'on se connaît depuis au moins 5-6 ans, toi et moi, ça fait 10 ans que tu es dans le milieu. Comment tu vois, toi, à long terme, tous ces changements-là? Est-ce que c'est pour le bien, pour le mal? Comment tu vois ça? Un changement, on va pouvoir dire que c'est pour le bien, pour le mal, un coup que ça va être terminé. Moi, il y a deux choses que je vois qui sont en train de se dessiner. On est en train de vivre une crise dans l'industrie qui est double. C'est-à-dire que pendant la COVID, on était chercher des volumes qu'on n'aurait pas dû aller chercher. Okay? Moi, quand on regarde les grandes tendances, je pense que on a eu une espèce d'inflation de volume de bière pendant la COVID qui ont été liées au fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à acheter de la bière locale ou qui ne pouvaient pas sortir du Québec. Donc, en ne sortant pas du Québec, il y a plus d'argent dans leur poche, puis ils sont allés acheter beaucoup de bières de microbrasserie. Puis on l'a vu dans d'autres domaines aussi, là, dans les VTT, dans les motos, dans les choses comme les vêtements, etc. Donc, bon, tout ça, c'est fait. Cette bulle-là a assez atténué en même temps qu'on a eu un début de crise économique. Puis cette double crise-là a frappé très fort. Puis pendant cette période-là, il y a peut-être 80 nouvelles brasseries qui sont rentrées dans le marché pour une pointe de tarte qui stagnait un peu comme dans la crise de 2008. Là, le nombre de parts de marché des microbrasseries a stagné pendant cette période-là, peut-être diminué un peu.
Donc, ça fait une période qui est difficile pour les brasseries actuellement. Je pense que les bonnes brasseries qui sont solides, celles qui vont passer au travers, vont ressortir beaucoup plus fortes. Mais je pense qu'on va continuer à perdre des joueurs au courant des prochaines années. C'est pas que le marché s'essouffle, c'est que la compétition est plus rude. Il y a une structuration dans le marché, il faut que ça se fasse. Fait que, mais moi, je pense quand même qu'à partir de l'été prochain, on va continuer à avoir une croissance. Sur les chiffres, on va revenir à la croissance, une croissance qui va être plus modeste que ce qu'on voyait initialement. Dans les styles de bière, je pense que on voit revenir des bières clean, des bières crisp, des bières pintables. Je pense que les gens ont fini de boire des bières qui sont trop sucrées. T'sais, on a passé du trop sucré au trop houblonné. Puis là, on revient vers des choses qui sont plus clean, des lagers, etc. Je ne suis pas sûr que toutes les brasseries sont équipées pour suivre cette tendance-là. Mais on revient vers des bières plus clean, plus crisp. C'est là que nous autres, on arrive avec des grains qui sont clean pour aller dans ce genre de bière-là. T'sais. Mais number one aussi, votre maître malteur, qu'on peut dire, il est quand même quelqu'un qui aime les bières crisp, parce que c'est ça qu'il nous a dit pendant 45 minutes. Ouais, Mathias aime les bières qui sont clean et qui sont crisp. Peux-tu nous parler de Mathias? Parce que ça, l'affaire, c'est que quelqu'un qui ne le connaît pas dans l'industrie, c'est quelqu'un qu'on peut dire vraiment qui est né dans une brasserie. Ouais. Ben dans le fond, on a engagé un brewmaster allemand pour faire une histoire courte. C'est quelqu'un qui a grandi, en fait, sur une brasserie. Là. C'est quelqu'un qui a une histoire qui est particulière parce qu'il est allemand. Donc, si on regarde les chiffres, on réalise que son père était là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a plusieurs histoires. Là, il y avait le choix entre travailler pour l'armée allemande ou faire de la bière. Il a choisi de faire de la bière. Puis, c'est comme une histoire de famille pour eux, là, faire de la bière. Travailler dans beaucoup de brasseries en Allemagne, connaît beaucoup de choses dans le domaine. Puis oui, tu sais, la mode des lagers, c'est quelque chose qui l'enthousiasme beaucoup plus que la mode des grosses IPA. Je pense pas que les grosses IPA vont disparaître complètement. Je pense que les brasseurs vont être obligés de garder ça dans leur portefeuille. Je pense que c'est un style qui disparaîtra pas. Mais on va voir un retour aux petites blondes pâles. Puis c'est aussi une bière qui va nous permettre à l'industrie d'aller chercher des consommateurs qui sont différents, qu'on n'a pas adressés encore, là, qui sont des plus accessibles, je pense. C'est ça, différencier des mauvais et des bons, des ouais. brasseries aussi. Ouais. C'est ça. Parlant de l'Inomalt, j'ai une nouvelle place que vous avez. Peux-tu me donner un petit peu de c'est quoi, en dehors des valeurs philosophiques qu'on a parlé de ça, pourquoi travailler avec vous autres? Qu'est-ce qui vous a amené de plus, à part le côté, c'est des nouveaux produits, un malt plus clean, tout ça. Qu'est-ce que vous amenez, vous autres, dans l'industrie? Ben, je pense que maintenant, avec notre nouvelle usine, on amène de la qualité et une meilleure stabilité qu'on avait initialement. Le produit est moins beige, je dirais, que des produits de grosses malteries. Si on veut faire des lagers, des produits crisp, notre produit est plus adapté. Nous, le produit est développé avec une réflexion pour l'industrie de la microbrasserie, tu sais, fait que tous nos efforts vont dans la qualité du produit. Puis ça se reflète dans la bière. Je pense que ça se reflète très bien dans la bière. Puis c'est ça qui est notre objectif, tu sais. Puis qui plus est, si vous travaillez avec nous autres, il y a toujours la possibilité de contacter moi ou Mathias. S'il y a un enjeu, s'il y a une idée de projet, de développement de recettes, de n'importe quoi, on va répondre au téléphone. Puis c'est arrivé qu'on s'est déplacé dans des brasseries des fois pour régler des problèmes de moulin, des problèmes de pH. Écoute, tu sais, qu'un brasseur qui travaille avec nous autres, on va donner un service après-vente, puis on va se déplacer, puis s'il y a un problème, même si c'est pas nous, on va travailler pour le régler, là. On a vu un peu de tout, mais notre expertise est axée sur le malt puis le mash, tout ce qui se passe. Moi, les houblons, je connais pas.
je connais ça un peu, mais c'est pas mon expertise. Moi, mon expertise est vraiment dans le grain bill en arrière. Puis c'est là où est-ce que je pense que il y a pas beaucoup de connaissances. On prend beaucoup le grain pour acquis dans la bière. Puis pourtant, c'est le backbone. C'est ce qui fait tout dans ta bière. Fait que oui, on apporte une expertise, un service, une qualité de produit qui est là. Puis c'est vraiment ça notre mantra, là. Toi, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de manque d'éducation pour le malt ici? Oui. Et ça peut être partout. Oui, ben c'est peut-être la même chose pour le houblon, mais oui, il y a des brasseurs qui en sont conscients. Puis il y a des brasseurs pour qui c'est un produit c'est une commodité. Okay. Fait que ça dépend vraiment avec qui on discute. Il y a des gens pour qui le grain c'est important, il y en a d'autres pour qui ça ne l'est pas. C'est le houblon qui est important, ou la levure, ou peu importe. Chaque brasseur a sa philosophie à lui, là, c'est ça qui est beau dans cette industrie-là. Mais moi, je continue à dire que c'est le backbone de ta bière. Si tu chips ou tu t'achètes des produits de moins bonne qualité, ça se reflète. Il y a des brasseries qu'on goûte. Là, à ce point-là. Oh oui, clairement. Parce que souvent, le monde va penser que c'est de la levure qui fait la grosse différence, des fois comme ça. Mais souvent, le malt, comme je dis, c'est pas quelque chose que le monde pense beaucoup là-dessus. De plus en plus, quand tu parles avec du monde, c'est vraiment, comme tu dis, le backbone de la bière. T'sais. Ouais, un mauvais malt, ça peut faire une mauvaise bière assez vite. Comment assez vite? C'est ça la question que je... C'est quoi tu peux nous donner pas quelqu'un, mais donne-nous un peu un exemple de comment ça peut comme foirer vite une bière? Ben, il y a plein d'enjeux, là. La mouture, notre apposage, etc., qui peut rancer ton malt avant l'utilisation. Mais un mauvais grain va souvent, ou un grain plus cheap, va donner des bières qui sont un peu plus cartonnées, entre guillemets, beige. Des bières qui ne seront pas crisp, qui ne seront pas clean. Il va y avoir comme des arômes de vieux carton. C'est le plus que j'ai déjà senti ces affaires-là. C'est des choses qui se retrouvent là, dans des maltes qui sont de moins bonne qualité. Là. Si au Québec, quelqu'un veut te contacter pour parler plus de leur bière, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire appeler là-dessus? Absolument. J'aime ça jaser. Je pense que toi aussi. Fait que s'il y a des gens qui veulent parler de bière, qui ont des projets, qui veulent développer des recettes, qui veulent faire des changements dans leur grain bill actuellement, ils peuvent toujours me contacter. Moi ou Mathias. Moi, ça va être en français. Mathias, ça va être en anglais ou en allemand, s'il y en a qui... Mais il n'y a pas de problème, on est toujours disponible pour discuter. Là. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, c'est le financement. Comment tu fais pour financer quelque chose de gros comme ça? Ça te prend des bons partenaires coopératifs en arrière. Ce que dude, on était chanceux. Je pense qu'on était bien épaulés dans l'histoire. Puis on a des... Initialement, on a contacté plusieurs partenaires financiers, mais il y a un clic qui s'est fait avec la coopérative Novago, initialement. Okay. Puis je pense que ce partenaire coopératif-là nous a donné un gros coup de pouce pour être capable d'accrocher tout le monde. Fait qu'on a tu sais, c'est tout, là, Desjardins, parce que Desjardins est dans toutes les projets d'investissement au Québec ou presque, là, mais dans notre cas, ça prenait des leaders, puis la colle en arrière de nous autres, c'était Novago qui nous a permis d'amener Vivaco avec nous, qui nous a permis d'apporter Préval, qui a rassuré Desjardins, qui a rassuré les banques. On a eu du financement public aussi, évidemment. Ça coûte cher bâtir une usine au Québec, fait que ça prend des aides financières. Puis on en a eu aussi, là, mais c'était un chemin de croix. Là. Je me rappelle d'avoir discuté avec toi longtemps là-dessus, mais c'était vraiment que tu as fait... C'était très, 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 très long. C'était un gros chemin de croix. Là. C'est pas de conversation, mais qu'est-ce que tu avais fait de différent? Maintenant que tu connais ta expérience, tu peux même être consultant pour lancer quelque chose comme ça, oui, on a... Écoute, je ne sais pas par où commencer. Là, on a fait beaucoup d'erreurs dans le projet qu'on a rattrapé au
fur et à mesure. Je pense que c'est une question de persévérance, là, être capable de monter des projets comme ça, mais il faut bien s'entourer. Puis on a été chanceux dans le. Tu sais, il y a un brin de chance aussi. Donc je pense qu'on a été chanceux. Mais là, toutes les business, c'est comme ça. De tomber sur les partenaires qu'on a eus. Parce que il faut comprendre qu'une malterie, c'est une game. C'est une game d'approvisionnement aussi. T'sais. Puis en ayant des partenaires coopératifs en arrière, ça nous donne accès à des agriculteurs qui peuvent produire le grain pour nous autres, qui nous permettent d'éventuellement de faire le malt, puis éventuellement de faire de la bière. Mais ça prend cette chaîne-là au complet pour être capable de le faire. Puis on a eu des bons coachs, des incubateurs dans l'incubateur d'entreprise, etc. Là, puis certaines personnes à l'intérieur de ça qui nous ont donné vraiment des gros coups de main, puis qui ont mis la main à la pâte. Mais ça se fait pas tout seul. Je suis pas tout seul là-dedans. Ça s'est pas fait tout seul. Il y a beaucoup de monde qui nous ont donné des coups de main. Puis c'est le petit input de tous ces gens-là qui, à la fin de la journée, nous donnent le projet qu'on a là. C'est sûr que toi, Inomalt commence, puis Inomalt, l'usine ici, ou développe ça. Quelle sorte de service tu veux développer à long terme pour les brasseurs qui veulent contacter avec toi? Parce que ton but à toi, c'est vraiment servir les microbrasseries. C'est ça ton but. Donc, quelle sorte d'autres produits que tu penses à développer encore le côté de la consultation, les aider à développer des recettes, tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient pour toi? Oui, ben il y a encore plein de produits qu'on veut développer. On veut aller dans des grains plus spéciaux un petit peu. On va aller plus foncé un petit peu aussi dans nos produits. Fait qu'on est capable, avec les équipements qu'on a, d'aller dans les produits qui sont plus spécialisés, entre guillemets, presque dans les modes de spécialité. Mais tout ça, ça prend du temps. Puis, on veut s'assurer de bien faire les choses. C'est pour ça qu'on a sorti un Vienna. On est vraiment très contents. On a pris le temps de le développer. Le produit est bon. Puis là, on est en train de travailler ici à Bécancour pour faire du pale anglais. Tout est à plus large échelle. Fait que les problèmes qu'on peut potentiellement avoir sont beaucoup plus gros. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Mais oui, il y a beaucoup de développement de produits qui s'en vient. On a des produits, on est en train de développer là, des produits spécialisés pour la distillation. Donc, il y a des enjeux dans la distillation. Nous, on a développé un malt qui, a priori, règle tous ces problèmes-là. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Ouais. Sur le développement, puis c'est tout le temps le développement, tout le temps. Ah, tout le temps, puis c'est tout le temps de l'ajustement. On travaille avec une matière première qui est vivante. Il y a beaucoup plus de variabilité dans le procédé qu'on va avoir dans une malterie qu'on peut avoir, par exemple, dans une brasserie. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'avais parlé avec Mathias, puis le côté, c'est la conscience écologique que tu as. Chaque fois, tout ce que tu fais comme partie, chaque fois que tu fais ton malt, et tout est récupéré, tout ça. Peux-tu nous parler un petit peu plus de côté écologique? Oui, ben, c'est pas... avant d'être microbiologiste, on est biologiste. Fait que il y a beaucoup de choses qu'on a fait ici d'emblée sans nécessairement penser à on va faire du greenwashing ou quoi que ce soit. C'est des choses qu'on a juste fait d'emblée parce que ça tombait sous le sens. Fait que une des choses qu'on a fait, c'est le récupérateur de chaleur sur le kiln. Fait que puis ça fonctionne vraiment très bien. C'est surprenant en fait le coût de gaz qu'on est capable de sauver parce qu'on a une récupération de chaleur ici, là, c'est impressionnant. Fait que c'est ce genre de choses-là qui fait la différence. Donc, on est capable de récupérer l'eau qu'on utilise pour diminuer notre consommation d'eau. On envoie tous nos résidus en nourriture animale. Fait qu'il n'y a pas de l'usine, oui, va produire des déchets ultimes, mais comme tu vois, là, on a une mini poubelle en avant. Qui est ramassé une fois par mois. Là. Fait que, tu sais, ça donne aux 2 semaines. Fait qu'on n'est pas un gros générateur de déchets, en fait. Fait que toute l'usine est réfléchie. Tu sais, Puis il y a des incitatifs financiers aussi, dans le fond. Tu sais, quand on fait ça, on coupe les intrants aussi, mais il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de choses comme ça. Fait que, on est assez vert en théorie en termes de processus, puis éventuellement ça va être l'optimisation du transport qui va nous permettre là, de diminuer encore plus nos impacts. Là.
Parce que ça, j'avais pensé des transports, tu sais, le fait que tu parles avec du monde qui travaille avec du monde du coin. Quelqu'un qui achète de la bière, qui achète du malt chez vous, il ne faut pas y chercher ça aux États-Unis, partout. Il y a une grosse différence entre ton input green. Tu sais, Ah, c'est clair. Tu sais, le camion qui vient d'une demi-heure, le résidu qui est shippé à Actonville, là, on est à Bécancour, Actonville. La livraison qui se fait autour, c'est sûr que ça a un impact important. Tu sais, quand on utilise un malt qui vient d'Europe, par exemple, ben, le grain, il est malté. Tu sais, des fois, le grain, il vient d'Ukraine, il est malté en Allemagne ou en France. Après ça, il est mis sur des trains, il est transbordé sur des bateaux. Le bateau part, ça vient dans un port. Le container est transbordé, envoyé dans un entrepôt aux États-Unis, shippé dans un entrepôt au Canada, avant d'être shippé. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça diminue de manière significative l'empreinte carbone. Mais tu sais, on revient au mantra initial. L'objectif, c'était d'avoir de la qualité. Tu sais. C'est juste des choses qu'on a fait par la bande. Pour ceux qui veulent te contacter, qui veulent connaître un peu plus ton travail, comment ça fonctionne? Ben écoute, ils peuvent aller sur notre site web, notre Facebook. Facebook, on peut répondre 24/24. Fait que, sur notre Facebook, c'est facile. Sinon, mon adresse courriel, r-sans-regret@commercialnomade.ca. Puis notre site web, il y a un formulaire aussi si les gens veulent parler avec nous autres. Là. Fait qu'on est toujours disponible pour jaser des fois de tout et de rien. Là. Comme toujours. Il faut que tu sais ce qui fait envie. Écoute, Raphaël, merci encore, puis félicitations. Honnêtement, man, c'est félicitations, hein, parce que, comme je dis, moi je rappelle la fois que tu montres ça en papier, à maintenant, c'est comme Godspeed. Merci encore. Merci.